Alors, on va résoudre deux exercices de relativité restreinte. Un sur l'effet Doppler, l'expansion de l'univers, et un autre exercice sur en fait le problème de deux fusées qui se croisent dans trois référentiels distincts, donc en relativité restreinte. Donc, je vais lire l'énoncé du premier sujet et je vais faire en partie la correction. Je n'irai pas au bout, je pense, des exercices, je vous laisserai faire les applications numériques. Donc il y a deux sujets, on va faire le premier. Voilà. Le premier sur l'effet Doppler et l'expansion de l'univers. Donc on considère une source monochromatique fixe dans le référentiel grand R qui émet une onde lumineuse plane de fréquence mu dans la direction OU du plan OXY, tel que l'angle entre OX et OU est égal à θ. Alors j'ai fait un premier schéma ici, on voit qu'effectivement l'angle θ est représenté par ici, l'onde lumineuse est émise suivant la direction U, qui forme un angle θ donc avec OX ou Y. Bien. Un observateur est lié au référentiel R' en translation uniforme de vitesse v par rapport à OX, en utilisant le quadrivecteur d'onde, bon, que je vais redéfinir, je pense, incessamment sous peu, donc qui se met sous la forme K, donc un vecteur coordonnées spatiales, Kx, Ky, Kz, et oméga sur C, déterminé en fonction de V, θ et du paramètre bêta de relativité restreinte, qui est le rapport entre la vitesse de R' par rapport à R et la célérité de la lumière. Donc on nous demande d'établir la fréquence mu' de l'onde mesurée par l'observateur et la direction θ' de propagation par rapport à OX de l'onde lumineuse. Voilà. Ensuite, on fera un cas particulier, comparer V et V', puis θ et θ'. Donc si l'observateur se déplace dans la même direction que l'onde émise, si l'observateur se déplace perpendiculairement à la direction de l'onde émise, et on nous demande de retrouver la relation entre V et V' dans les deux cas envisagés en utilisant des formules de transformation de Lorentz pour l'onde plane. L'équation S égale S0 cosinus oméga t moins x sur c suivant la direction de propagation OX. Voilà. Alors, donc simplement je rappelle donc la notion de quadrivecteur de vecteur d'onde, qui est tout simplement en fait le vecteur formé donc du vecteur d'onde de mon onde, et pour la composante, donc ça c'est pour la composante spatiale, et de oméga sur c pour la composante, on va dire temporelle, puisque oméga est lié à la fréquence par oméga est égal à 2pi mu. Où mu est la fréquence, d'accord. Ce point ici est à considérer comme un produit scalaire, donc on peut faire le produit scalaire de ce quadrivecteur avec le quadrivecteur position. Donc je vous rappelle, le quadrivecteur position, donc en relativité restreinte, donc est invariant par changement de référentiel, avec le produit scalaire défini comme je l'ai défini dans les vidéos précédentes, et dans notamment les vidéos de cours sur la relativité restreinte. Donc on a un quadrivecteur covariant selon la transformation de Lorentz, d'accord? Donc qui varie de la même manière suivant Lorentz. R sont les coordonnées position de ma particule, de mon objet dans le référentiel R, d'accord? Et Ct, donc c'est la composante temporelle. Bien. Alors, je rappelle donc la formule de Lorentz, la transformation de Lorentz qui nous lie en fait les coordonnées spatio-temporelles, donc x', y', z', ct' de notre référentiel R' par rapport aux coordonnées spatio-temporelles x, y, z, ct sur leur forme donc spatio-temporelle, et la matrice de passage qui est la lorentzienne en fait, bon, qui est écrite sous cette forme car on considère ct' en dernière position. Bon, donc gamma qui je vous rappelle est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta au carré, 0, 0 moins bêta gamma, 0, 1, 0, 1, et 0, 0, 1, 0, et moins gamma bêta, 0, 0, gamma. Donc pour une onde monochromatique, donc je vous rappelle, c'est une onde qui se met sous la forme exponentielle moins i, K scalaire R moins oméga t, donc ce terme qui doit être covariant suivant la transformation de Lorentz. Je vous rappelle le produit scalaire que l'on avait défini si on considère que A4 et B4 ce sont les composantes temporelles. En fait, le produit scalaire du quadrivecteur A1, A2, A3, A4 avec le quadrivecteur B1, B2, B3, B4 est défini comme suit, 1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 moins A4, B4. D'accord? Donc la question c'est que effectivement notre quadrivecteur d'onde k oméga c qui est égal donc au quadrivecteur kx, ky, kz suivant les trois coordonnées d'espace et oméga c pour la coordonnée temporelle se transforme selon les transformations de Lorentz. Le quadrivecteur que l'on considère également donc impulsion, donc je vous rappelle le formalisme, donc c'est un quadrivecteur avec la position des impulsions spatiales
Bon, là, l'impulsion, c'est m fois la vitesse de la particule. Donc mvx, mvy, mvz, d'accord, et E sur C pour la composante temporelle. Donc se transforme également selon les transformations de Lorentz. Idem. Donc je vous ai refait un schéma ici qui remodélise le problème. Donc on a effectivement une onde, enfin un photon qui est émis à la vitesse, à une certaine vitesse qui fait un angle U, un angle θ, pardon, avec le plan OX, avec OX, d'accord, ça c'est la direction du vecteur U, je ne l'ai pas noté. On a notre référentiel R' qui est en translation rectiligne uniforme de vitesse V, que j'ai noté ici en vert, d'accord. Et alors là on voit pas trop, mais bon c'est en orange, c'est un orange fluo, mais on suppose que dans le référentiel R', d'accord, en fait pour un observateur resté en R, on va visualiser cette émission sous la forme θ' et on va avoir une vitesse d'émission qui va, on va le voir changer en fonction des transformations de Lorentz, qu'on avait appelé mu'. Et on va donc déterminer les jeux de relations entre ces différentes composantes. Bien. Alors, dans notre référentiel R initial, si l'on écrit le quadrivecteur vecteur d'onde, donc oméga, oméga c, bien, on va avoir kx qui va être oméga c, donc on a une projection en cos θ suivant x, si u est le vecteur d'onde porté par la direction donc, de mon onde. On a une projection en sinus θ suivant y, d'accord. La projection suivant z, elle est nulle, puisque l'onde est émise dans le plan x ou y, et donc notre oméga c reste oméga c. Donc on a effectivement la relation constitutive qui lie oméga la pulsation à la fréquence émise, qui est, je vous le rappelle, donc oméga égale 2π fois la fréquence. Oméga a une dimension, donc c'est des radians seconde moins 1, ok. Donc notre vecteur d'onde, donc je l'ai réécrit ici. Donc en fait on risque de voir, c'est effectivement ce qui se passe, une onde dans R', dont θ et mu, donc l'aspect fréquentiel, ont des valeurs différentes qu'on va noter, qu'on note θ' et mu'. Ici, bon, on le voit pas trop, mais c'est de l'orange. Mu' et θ'. Ok, donc on va avoir en fait deux inconnus. Notre vecteur d'onde va s'écrire sous la forme de deux inconnus θ' et V'. On veut donc un vecteur d'onde, j'ai substitué directement oméga par 2π mu. Exprimé donc dans R', notre vecteur d'onde va devoir s'exprimer de la forme 2π mu' sur C cos θ', donc mu' θ' à déterminer. Voilà, on exprime en fait ce qui bouge par rapport à ce qui est fixe, d'accord, c'est ce qu'on va faire. Donc pour la coordonnée en Y, donc 2π mu' sur C sinus θ', 0 pour la coordonnée kz, et enfin 2π mu' sur C, qui est égal en fait à oméga' sur C pour la coordonnée temporelle. Donc le quadrivecteur, vecteur d'onde, ben, il va suivre la transformée de Lorentz. Donc ici on essaye effectivement, comme je l'ai dit, d'exprimer ce qui bouge par rapport à ce qui est fixe. Ce qui bouge, en fait, c'est le repère en bleu R', en translation rectiligne uniforme par rapport à R. Donc ce qui est fixe, c'est le repère noir originel. Et on a donc, par application de la transformation de Lorentz, cette identité donc quadrivectorielle entre deux quadrivecteurs, puisqu'on fait le produit de la matrice de Lorentz, donc de la transformation en question, par le quadrivecteur exprimé dans le référentiel inertiel d'origine, donc kx, ky, kz, oméga c, et on va en déduire donc k'x, k'y, k'z, oméga c'. Et suivant ce qu'on va en déduire, on va identifier par rapport à ce que l'on devrait observer pour pouvoir en déduire θ' et mu', la fréquence mu' et l'angle θ'. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça c'était un rappel, hein, je ne rappelle pas plus la lorentzienne, j'en ai suffisamment parlé en longeant en travers. Bêta c'est U sur C et gamma c'est 1 sur racine de 1 moins bêta sur C au carré, bêta au carré qui est égal à U sur C au carré. Bien. Donc si j'exprime mon quadrivecteur vecteur d'onde dans R', voir ce que ça donne dans le référentiel déplacement. Effectivement, donc en fait, donc K'X ça va être égal à oméga fois Kx moins gamma. Bon, plus 0 fois ky, plus 0 fois kz, moins gamma bêta fois oméga c. Ok. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on va avoir du k', oméga c. Donc, pour la composante en suivant x, on va avoir donc en effectuant la transformée de Lorentz, gamma fois kx moins bêta oméga sur c. D'accord. Pour y, ben, on aura donc k'y qui est égal à 0 fois kx, plus 1 fois ky, plus 0 fois kz, plus 0 fois oméga c. Autrement dit, c'est égal à ky, ça ne bouge pas. Vous voyez que c'est exactement la même chose pour kz. Et on aura pour pour oméga' sur c, qui sera égal à moins gamma bêta fois kx,
plus 0 fois ky, plus 0 fois kz, plus gamma fois oméga sur c. Autrement dit, on retrouve ici donc que c'est égal à gamma facteur de moins bêta kx plus oméga sur c. Bien. Eh bien, on va identifier donc ce quadrivecteur d'onde dans le nouveau référentiel R' par rapport à ce que l'on souhaite obtenir, et en identifiant les termes, donc puisqu'on veut en fait mu prime en fonction de mu et θ prime en fonction de θ. Donc on va voir que ce quadrivecteur d'onde va se mettre sous la forme, doit se mettre sous la forme gamma 2pi mu sur c fois cos θ moins bêta pour la partie en kx, sous la forme 2pi mu sur c sinus θ pour la partie en kz, 0 pour la partie en, pour la partie en ky, 0 pour la partie en kz, et enfin gamma 2pi mu sur c fois 1 moins bêta cos θ pour la partie oméga prime sur c prime. D'accord? Donc en identifiant terme à terme, qu'est-ce qui vient? Donc c'est ce que j'ai identifié en rouge. On a 2pi mu prime sur c qui est égal à gamma 2pi mu sur c facteur de 1 moins bêta cos θ. On en déduit donc la nouvelle fréquence dans le référentiel R' qui s'exprime en fonction de la fréquence originelle, de l'angle θ, qui est donc formé entre la source, l'émission de la source donc, et l'axe OX, effectivement le facteur U sur C qui est intrinsèque au déplacement du référentiel R' par rapport à R. Ok. Donc ce qu'il faudra savoir, si cette fréquence, si ce coefficient il est supérieur ou inférieur, ok, pour savoir si on part de l'aigu et ça devient du grave ou vice versa. Ok. Donc pour l'autre relation constitutive pour avoir θ', ben on identifie également, on a donc 2pi mu prime sur c cos θ' est égal à gamma 2pi c sur c fois cos θ moins bêta. Autrement dit, 1 moins bêta cos θ sur racine de 1 moins bêta 2 cos θ' égale cos θ moins bêta sur racine de 1 moins bêta 2. On fait les simplifications, on voit que racine de 1 moins bêta 2 simplifie, et on obtient cos θ' égale cos θ moins bêta sur 1 moins bêta cos θ. Ok. On peut aussi calculer le sinus de l'angle θ' en utilisant la dernière identification, d'accord, ici. Autrement dit, 2pi mu prime sur c sinus θ' devait être égal à 2pi mu sur c sinus θ. Autrement dit, sinus θ' sera égal à racine de 1 moins bêta 2 sur 1 moins bêta cos θ, facteur de sinus θ. Donc effectivement, on confirme bien que dans R', l'observateur voit une modification fréquentielle et une modification de l'angle d'émission de la particule, c'est-à-dire la fréquence, et donc c'est-à-dire une modification à la fois de la fréquence de l'onde et de sa direction de propagation. Donc maintenant, on regarde des cas particuliers, puisque effectivement on nous demande de vérifier le cas particulier si l'observateur se déplace dans la même direction que l'onde émise. Donc si l'observateur se déplace dans la même direction que l'onde émise, donc on suppose que l'onde est émise, donc puisque l'observateur est émis suivant kx, d'accord, on va regarder le cas particulier pour θ égale 0. Donc on envoie un signal lumineux donc de la fusée qui se déplace dans la même direction que la vitesse d'éloignement. Alors on aura donc, on remplace donc effectivement, si θ égale 0, cos θ ça vaudra 1, et on aura du 1 moins bêta, donc on substitue ce qu'il y a substitué dans l'équation, et on trouve que la nouvelle fréquence exprimée dans R', mu prime, est égale à donc l'ancienne fréquence mu multipliée par un facteur donc, qui dépend de la vitesse de déplacement du référentiel R' linéairement par rapport au référentiel R. Autrement dit, le facteur est 1 moins bêta sur racine de 1 moins bêta 2, qui peut simplifier en racine de 1 moins bêta sur 1 plus bêta. Donc la fréquence diminue parce que ce facteur, en fait, il est inférieur à 1. D'accord? Autrement dit, la fréquence perçue dans R' est inférieure à la fréquence perçue dans R. Je crois qu'on descend au niveau des aigus. Bon, je suis pas sûr de ça à 100%. Cos θ' égale 1, donc ça implique que θ' est égal à 0. Sinus θ' égale 0 implique que θ' égale 0. Donc maintenant, on va regarder l'effet Doppler longitudinal, c'est-à-dire que on va voir qu'il y a un changement effectivement de fréquence, mais il ne va pas y avoir pas de direction apparente. Donc l'onde est émise suivant l'axe OY, d'accord, donc perpendiculaire au déplacement du vecteur, au déplacement du référentiel R', qui, je le rappelle, est en translation rectiligne suivant V en vert par rapport à l'axe des X. Donc ici, on a bien que θ est égal à pi sur 2, θ étant l'angle formé par le vecteur KY, K en fait, et OX, donc θ égale à pi sur 2. On substitue dans les relations ici avec θ égale pi sur 2, et on obtient que θ' va être égal à mu fois 1 sur racine de 1 moins bêta 2, cos θ' égal à moins bêta, et sinus θ' est racine de 1 moins bêta 2. Autrement dit, voilà, pour des vitesses faibles, mon angle apparent change très peu, et on reste autour de θ égale pi sur 2.
Alors, on nous demande ensuite donc le cas de l'effet Doppler donc transversal. Donc, dans les cas d'un effet Doppler transversal, il y a changement de fréquence et de direction apparente. Le cas θ égale θ 0 égale 0, donc correspond à ce qu'on appelle en cosmologie effectivement le décalage vers le rouge, donc qui est très connu, hein, le décalage de Hubble. Alors, c'est en fait c'est une application numérique. On va avoir donc, on va refaire effectivement la même chose avec cette fois-ci la transformation des coordonnées espace-temps du vecteur position. Donc on va retrouver ces transformations de θ' et mu' en utilisant les transformations de R, de vecteur position SCT, sur une onde progressive. Donc l'onde progressive se mettant sous la forme S0 fois cosinus oméga de t moins x sur c, donc ce sera l'équation d'onde. Donc on a une onde progressive qui se déplace dans la direction des x croissant dans R. Donc S c'est 0, cosinus oméga, facteur de t moins x sur c. Donc je rappelle effectivement le jeu d'équations. On a la fréquence qui s'exprime dans R' en fonction de la fréquence initiale, comme mu' est égal à mu racine de 1 moins bêta sur 1 moins. C'est 1 moins bêta sur 1 plus bêta, pardon. Ok, bon, vous aurez rectifié de vous-même. Et θ' égale θ. Donc je fais ma transformation dans R'. On va obtenir quelque chose, on s'attend sous la forme S' égale S0' cos oméga', facteur de t' moins x' sur c. D'accord. Donc on utilise donc notre lorentzienne en fonction des données du problème. Donc on exprime le vecteur position, le quadrivecteur position, donc sous sa forme spatio-temporelle dans le nouveau référentiel en fonction du vecteur quadrivecteur position dans l'ancien référentiel auquel on a appliqué la lorentzienne, d'accord. Et effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de prendre la transformation inverse. Alors, donc si l'on veut pas, donc ici on passe de R à R'. Si on veut passer de R' à R, notre lorentzienne, en fait, inverse, c'est vous prenez la même lorentzienne, sauf qu'on mettait du plus sur le coefficient devant gamma bêta et moins sur et plus également sur le coefficient gamma bêta. Donc vous vérifiez que bien que le produit de cette matrice par cette matrice, c'est l'identité et vice versa, d'accord. Donc autrement dit, on est capable avec le lorentzienne de passer en inversant facilement des coordonnées de R dans les coordonnées de R' et vice versa quand on veut passer donc des coordonnées de R' vers les coordonnées de R. Une simple inversion de matrice en changeant le signe ici. On inverse en fait la matrice suffira. Alors je voulais juste vérifier parce que j'avais fait quelques erreurs de calcul. Oui voilà. Alors effectivement, donc je vais vous sauter ces calculs parce que j'avais fait des calculs qui n'avaient pas trop abouti. Oui, là où c'est juste, oui c'est ça. Donc S' va se mettre sous la forme. Donc effectivement, puisqu'on va avoir x qui va être égal à gamma x' plus gamma bêta ct', et ct qui va être à gamma bêta x' plus gamma ct', ok. Autrement dit, on peut le mettre S' sous la forme S0' cos oméga facteur de gamma bêta x' sur c plus gamma t', donc ici ce sera notre t, moins oméga x' plus gamma bêta ct' sur c. Ok, autrement dit sous cette forme. On peut faire le calcul dans l'autre sens, on recherche effectivement une solution sous cette forme, puis on peut exprimer t', x' en fonction de tx, d'où ceci. On en déduit que effectivement une relation, on retrouve les valeurs qu'on a trouvées à la question précédente. Bon, non, ce calcul n'était pas bon, donc on va repartir de ça. Bon voilà, donc tout simplement pour dire que si on repart de l'expression de x d'un quadrivecteur position spatio-temporelle dans R', on veut l'exprimer par rapport à son quadrivecteur homologue position spatio-temporelle dans R, donc on utilise la lorentzienne et on obtient effectivement la forme S' est égal à S0 cosinus oméga gamma oméga, ce qui correspond au facteur de t' moins un y' sur oméga sur c, plus moins bêta x sur 2. Voilà, je vous referai les calculs. Voilà. Donc on va passer maintenant au deuxième exercice, donc le croisement des deux fusées. D'accord. Donc je vais lire l'énoncé et on passe à la correction. Mécanique quantique, c'est pas ça, tout à fait. Donc hop. Alors, le croisement de deux fusées. Alors, donc deux fusées F1 et F2, donc effectivement j'ai modélisé F1 ici en bas par F2, donc on voit bien qu'elles se déplacent de manière parallèle et de sens opposé, donc c'est ce qu'on va dire, donc de même longueur propre,
petit l, se déplaçant dans des directions opposées avec des vitesses constantes de valeur algébrique V1 est égal à bêta C1 pour la première fusée et V2 égale moins bêta C par rapport à un référentiel galiléen R. Leurs vitesses sont constantes mais ne sont pas les mêmes, hein, d'accord? Leurs vitesses algébriques ne sont pas les mêmes. Donc par rapport à un référentiel linéaire R, donc on a trois référentiels. Le référentiel de base, le référentiel R1 dans lequel en fait un cosmonaute dans la première fusée considère son repère comme immobile, et le repère R2 qui est le repère de la fusée 2, d'accord, dans lequel effectivement un cosmonaute est immobile dans ce référentiel. Donc les référentiels galiléens liés à chacune des fusées F1 et F2, donc effectivement on admet que les têtes des fusées se croisent à l'abscisse commune de R, R1 et R2 à l'instant 0, où on synchronise les horloges de ces trois référentiels, d'accord. On nous demande de déterminer, d'abord en fonction de L, qui est la longueur propre des deux fusées, qui est la même, hein, de bêta 1, bêta 2, autrement dit donc les vitesses respectives donc des référentiels de la fusée 1 et de la fusée 2 par rapport à R. Donc l'intervalle de temps entre les instants où les têtes puis les queues des fusées se croisent dans chacun des référentiels R1, R2 R. On nous demande ensuite l'abscisse du point de croisement des queues des fusées dans R. Et après, bon, il y a une application numérique, je vous la laisse. C'est pas dit que je la fais, l'application numérique. Donc je vous laisserai le loisir de la faire. Alors, pour le raisonnement. Alors, donc, on a un croisement de deux fusées. Alors, je vous rappelle que le temps propre, en fait, c'est le temps qui est mesuré dans le référentiel où l'objet est au repos. Hein. Autrement dit, pour un cosmonaute dans R2, son temps propre, c'est le temps mesuré dans le référentiel R2 qui est associé à la fusée 2. De même, le temps propre mesuré par un cosmonaute qui est dans la fusée 1, c'est le temps propre donc mesuré par le cosmonaute dans le référentiel R1 qui est lié donc à la fusée. Et le référentiel en noir étant le référentiel inertiel original. En noir, vous avez le référentiel fixe, donc en rouge R1 que j'ai appelé le référentiel propre de la fusée 1, qui est caractérisé par une vitesse de déplacement uniforme U qui est égale à plus V1 suivant UX, d'accord. Bien, on pourra l'exprimer en fonction de bêta 1, puisque bêta 1 c'est V1 en fait sur C. Et R2, le référentiel propre de la fusée 2. Donc U2 vectoriellement c'est moins V2 fois UX, d'accord. V2 est lié à bêta 2, comme bêta 2 égale V2 sur C. Bien, eh bien, on repart de notre fameuse matrice de Lorentz qui intervient partout et on l'utilise avec les coordonnées du problème. Donc, si l'on veut exprimer en fait le passage d'un système de coordonnées dans le référentiel fixe R au référentiel R1, donc rouge de la fusée 1, donc on va donc exprimer X1, Y1, Z1, CT1 comme étant le produit entre donc le quadrivecteur spatio-temporel dans le référentiel R, X, X', Z et CT, et par la lorentzienne, donc la lorentzienne qui correspond donc effectivement à la lorentzienne de R1 par rapport à R, donc qui est gamma 1, 0, 0 moins gamma 1, bêta 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et moins bêta 1, gamma 1, 0, 0, gamma 1. Je vous rappelle encore ici que si on veut passer, là, ici, on passe donc du référentiel R initial à R1. Si on veut passer de R1 à R, en fait, on intervertit effectivement les vecteurs, et notre lorentzienne, il suffit de mettre un plus là où il y a du gamma 1, et un plus lorsqu'il y a gamma 1. Et ça, en fait, je dirais, substitue notre lorentzienne. Notre lorentzienne inverse. Donc, on a deux référentiels qui bougent et un fixe. Donc, on choisit en fait l'objectif de manière à poser les calculs le plus simplement possible, c'est de choisir un référentiel et de s'y tenir. Ok. Alors ici en bleu et en noir, donc je vous ai représenté effectivement le passage des coordonnées donc du référentiel fixe R aux coordonnées spatio-temporelles liées au référentiel inertiel de la fusée 2. Ok. Autrement dit, on obtiendra donc les coordonnées spatio-temporelles x2, y2, z2, ct2 liées à un observateur dans la fusée, donc un cosmonaute dans la fusée 2, comme étant donc le produit des coordonnées spatio-temporelles x, y, z, ct
pour un observateur donc resté au sol, et de la lorentzienne associée donc au mouvement de R2, donc la fusée 2 par rapport à R. Cette lorentzienne étant caractérisée par, je le dis en vecteur colonne, gamma 2, 0, 0, bêta 2, gamma 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et plus bêta 2, gamma 2, 0, 0, gamma 2. Ok. Bon, maintenant, il faut faire un schéma. Alors, mon dessin, il n'est pas top, mais je pense qu'il est assez compréhensible. À l'instant t égale 0, d'accord, on considère que le nez des deux fusées se croise. Et par définition, on va synchroniser les horloges en cet instant-là. En fait, les horloges de T1' et T2', qui sont T, c'est une horloge donc qui est associée au référentiel inertiel. T1', c'est donc va représenter le temps T1' mesuré donc par une horloge qui est dans R1, et T2', c'est le temps T2 mesuré par une horloge qui est dans R2, la fusée 2. Donc, on va synchroniser ces horloges lorsque le nez de fusée se croisent. Le temps s'initialise pour tout le monde, d'accord? C'est le point de départ. Bien, maintenant, lorsque par exemple, donc on cherche à exprimer le temps t égale, on va considérer un temps positif après un certain temps, le nez et la queue vont se croiser. Il va y avoir un temps pendant lequel les fusées vont se croiser. Je vous rappelle que la longueur propre des deux fusées, c'est L. Elles ont même longueur propre, d'accord? Et quel est le temps t qui s'est écoulé? Quel est le temps t1', le temps t2' également? Et enfin, on va caractériser donc l'événement où en fait les deux fusées, en fait, elles se sont croisées, elles se synchronisent. Il y a juste la queue des deux fusées comment dirais-je, qui est à l'abscisse, au même abscisse, au même instant. On cherche à déterminer le temps t t1' et le temps t2'. Alors, à bord du référentiel R1, la fusée a une longueur L. À bord du référentiel R2, la fusée a une longueur, il va y avoir une longueur R2. Dans R1, il y aura contraction des longueurs observées pour un observateur resté sur le sol. Je ne redémontre pas la formule, mais bon, donc elle est à connaître. C'est effectivement la longueur impropre qui va être exprimée en fonction de la longueur propre et du coefficient gamma de Lorentz. D'accord? Autrement dit, la longueur impropre delta L, c'est égal à la longueur propre, donc delta 0 de la fusée, donc mesurée dans son référentiel propre, multiplié par le facteur de Lorentz. La longueur propre étant la longueur mesurée par l'observateur qui est resté immobile, puisqu'on a trois référentiels. C'est le référentiel noir, l'observateur qui voit les deux fusées en fait se croiser. D'accord? Donc, effectivement, la longueur impropre, c'est ce que voit l'observateur sur Terre. Bien. Donc, regardons l'événement, le nez se croise en 0 en l'abscisse O. Ok, ici c'est O, x égale 0. Bien, si l'on veut caractériser le vecteur position, coordonnées spatio-temporelles du vecteur position pour la fusée, pour le nez de la fusée 1, on aura donc n1' qui sera caractérisé par 0, 0, 0 et 0, puisque t égale 0, donc ct égale 0, x égale 0, y égale 0, z égale 0. Le nez à l'abscisse 0, 0, 0, c'est le point de départ. On met x à 0 au moment où ça se croise. Bien. Dans le référentiel R2, ce sera également la même chose, puisque vous voyez bien que ici dans le référentiel R2, on initialise également le temps. Et donc, on aura que n2', le vecteur position, le quadrivecteur position, donc spatio-temporel exprimé dans R2 sera donc n2', n2' étant le nez de la fusée 2. 0, 0, 0 et 0, d'accord, puisque ct égale 0, x égale 0 par construction même, et voilà. Dans le référentiel R, également, c'est vraiment l'instant de départ, donc le quadrivecteur position dans le référentiel de l'observateur resté au sol qui voit les deux fusées se croiser. On aura donc le nez observé dans ce référentiel sera également de coordonnées 0, 0, 0, 0. Ok. Maintenant, regardons l'événement, les queues se croisent. Ok. Autrement dit, donc cet événement-là. Donc, il se peut qu'elles n'aient pas la même vitesse, donc il peut y avoir une contraction différente des longueurs, donc elles ne se croiseront pas nécessairement en l'abscisse 0, puisqu'en effectivement, on a vu que dans R1, il y a une vitesse, il y a un coefficient bêta 1, et dans R2, c'est un coefficient bêta 2. Donc bêta 2 en valeur absolue n'est pas égal à bêta 1, ok? Donc dans R1, en fait, l'instant où la fusée 2
se croise sera par rapport à son référentiel initial, on aura donc la queue de la fusée 1 qui sera à l'abscisse moins L, d'accord, l'abscisse moins L. L'ordonnée est donc Y et Z ne changent pas, et par contre, ce croisement interviendra à l'instant T1'. Dans R2, bien, c'est le contraire, puisqu'en fait, on a un système d'axe qui est orienté vers les X croissants ici, pour R2, tandis que pour R1, le système d'axe est orienté vers les X croissants dans ce sens, d'accord? Donc, pour R2, on aura du plus L, suivant X, 0, 0, Y, Z, et on aura CT2' pour la coordonnée spatio-temporelle, ok? Dans R, on va considérer que l'observateur resté au sol observe en fait les deux fusées se croiser, donc où les queues des deux fusées se croisent en l'abscisse X, 0, 0 et CT. Donc l'objectif c'est d'exprimer Q1 de R, Q2 dans R, puis de chercher le moment où Q1 et Q2 sont égaux en X et en T. Donc je vais transformer mes événements Q1' et Q2' dans R et chercher la position X et le temps T où ils sont égaux. Ok? Donc si je veux parler de simultanéité, il faut que je sois dans le même référentiel inertiel. Bien, donc Q1' par rapport à R, il est calculé en appliquant la matrice de Lorentz. Autrement dit, effectivement, on applique cette matrice de Lorentz. On va voir donc X1' va être égal à gamma 1 fois X plus 0 fois Y plus 0 fois Z moins bêta gamma 1 fois CT1 fois CT, ok? D'où fois CT1'. D'où ceci. On va avoir 0 et 0 pour Y et Z. Puisqu'effectivement on exprime ce qui se passe donc, dans la fusée bleue on exprime tout ce qui va se passer par rapport au référentiel R, d'accord, en fonction de ce qu'il y a dans le référentiel rouge. Ça revient à inverser la matrice, d'accord, et on va avoir pour la coordonnée spatio-temporelle gamma 1 facteur de moins bêta 1 L sur C plus CT1'. On fait exactement la même chose pour exprimer donc la queue de la fusée numéro 2 par rapport à R, puisqu'on exprime tout par rapport au référentiel R. On va avoir du gamma 2 L, donc gamma 2 facteur de L moins bêta 2 CT2', donc toujours la même transformée de Lorentz. 0, 0 pour YZ et gamma 2 moins bêta 2 facteur de L sur 2 plus T2' fois C. Donc ce sont les coordonnées spatio-temporelles de la queue de ma fusée exprimées dans R. Donc pour savoir maintenant à quel instant donc ils vont se croiser, on se met dans le référentiel R et on pose que Q1' égale Q2' égale Q. Donc pour la coordonnée T, on aura l'identité T est égale à gamma 1 facteur de moins bêta L sur C plus T1'. T égale gamma 2 facteur de moins bêta 2 L sur C plus T2'. Autrement dit, on va obtenir la première équation, premier jeu d'équations. Gamma 1 T1' moins gamma T2' est égal à gamma 1 bêta 1 moins gamma 2 bêta 2 fois L sur C. Pour la coordonnée X, donc on va avoir X égale gamma 1 facteur de moins L plus bêta 1 CT1' et X égale gamma 2 facteur de L moins bêta 2 CT2'. D'où le deuxième jeu d'équation qui lit les paramètres qui nous intéressent. On aura gamma 1 bêta 1 fois gamma 1 bêta 1 fois T1' plus gamma 2 bêta C fois T2' est égal à gamma 1 plus gamma 2 facteur de 1 sur C. Donc si on prend la première équation et qu'on multiplie par bêta 2 la seconde, bon, je vous ai épargné les calculs et je vous ai sorti directement les temps T1', on aura T1' qui sera gamma 1 plus gamma 2 plus bêta 2 facteur de gamma 1 bêta 1 moins gamma 2 bêta 2 L sur C, sur gamma 1 facteur de bêta 1 plus bêta 2, et on aura T2' égale gamma 1 plus gamma 2 moins bêta 1, gamma 1 bêta 1 moins gamma 2 bêta 2 sur gamma 2 bêta 1 plus bêta 2 L sur C, voilà. Donc je vous ai présenté les deux exercices, j'ai laissé en suspens effectivement les 2-3 questions numériques. Je vous laisse le soin, c'est une première dans des vidéos, généralement je fais toutes les corrections, de le faire par vous-même, hein, voilà, pour mieux. Vous avez les deux énoncés, donc il y a juste 2 questions à déterminer, et ici une application numérique, voilà. Donc c'est intéressant de faire les applications numériques, comme ça vous vous rendez vraiment compte de l'ordre de grandeur de ce que l'on mesure, de ce que l'on observe en relativité restreinte. Donc voilà pour cet exercice.